Oui, merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues. D'abord dire à celles et ceux de mes collègues qui auront trouvé l'explication et la motion de rejet du président Mélenchon sombre ou triste, qu'en réalité, soit ils ne l'ont pas écouté, soit pas correctement entendu. C'est tout le contraire. C'est l'enthousiasme d'une vision à long terme et qui impose de voir sous un autre prisme que l'employabilité immédiate la formation professionnelle. Et c'est bien tout le contraire, et d'autant plus quand on sait ce que nous aurons à faire. Et j'alerte, le premier des défis que nous aurons toutes et tous à relever, la question climatique, impose que la qualification soit vue à long terme et non pas sous le prisme de l'employabilité à court terme, comme c'est le cas de ce projet de loi. Et en ça, son explication a été absolument déterminante. Pour le reste, votre projet de loi était annoncé comme étant le volet sécurité dans la flexi-sécurité que vous louez tant, là où les ordonnances travail qui avaient vu démarrer cette législature étaient le volet flexibilité. Or là, sous couvert d'une prétendue sécurité, il y a de nouveaux reculs et, en définitive, une libéralisation accrue, y compris de la formation et de l'apprentissage. De sécurité, dans ce projet de loi, il n'est rien ou si peu. Vous poursuivez en réalité une logique de libéralisation qui défend une vision court-termiste et individualisée du rapport à la formation, le tout étant vu sous cette logique d'employabilité. Ce n'est ni dans l'intérêt des salariés, ce n'est ni dans l'intérêt du pays et des grands défis que nous aurons à relever. Lorsque nous avons procédé aux premières auditions, et nous avons aussi participé et fait nos propres auditions, la plupart des acteurs de la formation nous disaient « mais vous savez, des grands plans de formation, on en a vu, on en verra sans doute encore beaucoup, mais tant que nous ne nous occuperons pas du principal problème qui a été démontré dans l'explication qu'a fournie le président Mélenchon de la pénurie d'emplois pérennes dans ce pays, eh bien nous n'aurons pas réglé le problème. » Alors nous comprenons aisément l'habileté qui voudrait que, puisque l'on sait que lorsque vous êtes en formation, vous disparaissez un temps des statistiques du chômage, et comme on sait que Madame la Ministre, dans un contexte où le chômage augmente depuis son arrivée au ministère du Travail, a besoin de faire la démonstration que les ordonnances travail font leur efficacité, eh bien, il faudrait faire la démonstration que le chômage baisse en mettant les gens en formation. Mais la question de l'activité pérenne reste intégralement posée, et de cela, vous ne traitez jamais. Nous l'avons fait et nous le referons dans le débat dans cet hémicycle. Sur la question du chômage, vous savez comme nous qu'il y a en termes d'emplois non pourvus un rapport de 1 emploi non pourvu pour 44 chômeurs, et que si l'on retire les emplois qui sont retirés des offres, soit que l'employeur ait renoncé à embaucher, soit qu'il n'ait pas trouvé le salarié aux qualifications adaptées, c'est en définitive un emploi pour 300 chômeurs. Le problème se situe bien donc dans la relance de l'activité, ce que vous ne faites pas et ce que ce projet de loi ne fait assurément pas. 8 contrats sur 10 environ aujourd'hui sont des contrats courts, donc c'est bien encore une fois finalement la précarité de l'emploi que vous opposez au chômage de masse, là où nous proposons un retour à l'emploi par la relance de l'activité. Et puis il y a dans ce projet de loi un certain nombre de points sur lesquels nous alertons et nous alerterons à mesure que cette semaine de débat va se poursuivre. D'abord, l'indemnisation, somme toute, très conditionnelle des démissionnaires et des indépendants, bien loin, très loin des promesses qui avaient été formulées par Emmanuel Macron. La libéralisation du travail détaché, dont il a été une nouvelle fois démontré qu'en réalité, le dumping social allait pouvoir allègrement continuer du fait que les cotisations sociales restent payées dans le pays d'origine. Et évidemment, cet article qui favorise, dans un contexte où l'actualité aurait pu penser que ce n'était pas le moment de le faire, les allers-retours entre public et privé avec la pratique du pantouflage. Bref, en définitive, un projet de loi qui, à bien des égards, passe à côté des objectifs qu'il prétend réellement servir, à savoir la liberté de choisir son avenir professionnel, mais qui poursuit une libéralisation jusque dans le fait de monétiser la formation, permettant aux organismes privés sans aucun doute d'anticiper ce qu'ils pourront faire avec cette manière dont on organisera la formation, bien loin de ce qu'il conviendrait de faire dans l'organisation du pays. Je vous remercie. Merci Madame la Présidente. Profitez de l'occasion de la discussion de cet article pour suggérer, compte tenu du fait que maintenant nous allons tous salariés savoir demain quels vont être le nombre d'euros crédités sur notre compte de formation, de suggérer à notre collègue Petra Jeski de savoir combien il
à combien il modérera peut-être la formation en 9 langues macroniennes dont il nous a ravis encore ce soir à la tribune de cet hémicycle, faisant ainsi le lien parfait, la démonstration du lien parfait entre effectivement la cohérence du texte sur les ordonnances travail et celui-ci. Puisque, Madame la Ministre, vous aussi, vous avez utilisé d'ailleurs les mêmes éléments de langage et d'habileté, puisque si je me souviens bien ce que vous nous disiez au moment du débat sur les ordonnances, vous disiez que celles et ceux qui s'opposaient à votre texte étaient ceux qui pensaient que les salariés n'étaient pas capables de défendre eux-mêmes leurs intérêts dans l'entreprise, y compris face à l'employeur. Eh bien ici, rebelote une nouvelle fois, vous dites à celles et ceux qui s'opposent à votre texte de loi que, eh bien, ils pensent que les salariés ne sont pas capables eux-mêmes de faire valoir leurs intérêts de formation. En réalité, dans les deux cas, que ce soit le cas de l'ordonnance ou le cas de l'individualisation du salarié face à la formation, en réalité, c'est une négation de la situation réelle des salariés dans l'entreprise et des rapports de force qui peuvent aussi s'y exprimer, bien qu'il ne soit pas que question de cela, comme des intérêts divergents qui s'expriment dans l'entreprise et que vous ne pouvez pas méconnaître. En individualisant tout, vous dites responsabiliser les salariés, mais en réalité, vous déresponsabilisez l'employeur et en définitive la société à bien des égards. Votre monde, votre société rêvée est celle où chacun concourt à sa réussite personnelle, dans une négation y compris du fait que les chances ne sont pas toujours les mêmes. Notre proposition, le monde que nous vous opposons, est celui d'une organisation collective et d'une vision d'intérêt général à long terme opposée à cette logique d'employabilité à court terme. Dans cet article, vous prétendez donner plus de lisibilité aux salariés en procédant à un passage du compte en heures à la monétisation du compte de formation, mais dans le même temps, s'agissant de ce que vaut en moyenne une heure de formation, vous procédez de fait, et nous y reviendrons dans la discussion sur l'article, à une réduction réelle des droits des salariés à la formation. Et c'est la raison pour laquelle nous nous opposerons à cet article.